Le silence absolu de mon cabinet d'architecture du centre-ville fut brisé par une unique et vive vibration contre la surface en acajou poli de mon bureau. Ce n'était pas l'alerte habituelle d'un SMS, ni la sonnerie générique d'un email. C'était un son de notification personnalisé, très spécifique, que j'avais moi-même programmé pour un événement d'une importance capitale. Je posai lentement mon stylet, repoussai les immenses plans numériques d'un centre commercial que je concevais, et attrapai mon téléphone. Je déverrouillai l'écran, la lumière vive illuminant la pièce qui s'assombrissait, et fixai d'un regard vide la notification push de mon serveur de sécurité domestique privé et crypté. Porte d'entrée ouverte via la clé de secours physique. Je cessai de respirer une fraction de seconde. Mon cœur ne s'accéléra pas. Au contraire, j'eus l'impression qu'il s'était complètement figé dans ma poitrine. En tant qu'architecte paysagiste et spécialiste des aménagements extérieurs haut de gamme, qui conçoit régulièrement des environnements incroyablement sécurisés, automatisés et isolés pour des domaines commerciaux de plusieurs millions de dollars. J'appliquais ce même niveau de paranoïa limite à ma propre résidence. Ma maison n'était pas juste une maison. C'était un domaine avec une cabane écologique sur mesure, nichée sur 3 acres de collines privées immaculées dans le nord-ouest Pacifique. J'y avais mis mon sang, ma sueur, et exactement 850 000 $ pour en faire un sanctuaire parfait et impénétrable. Les serrures biométriques à empreinte digitale des lourdes portes en acier étaient pratiquement inviolables. La seule clé de secours physique existante était enfermée dans un lourd coffre-fort ignifuge à combinaison chez mes parents. Destiné à n'être utilisé qu'en cas d'urgence médicale grave ou de catastrophe naturelle catastrophique. Il n'y avait pas de catastrophe naturelle aujourd'hui, mais il y avait certainement une catastrophe en train de se produire. Je pris le téléphone, mes doigts volant sur l'écran, et composai le numéro de ma mère, Myriam. Elle répondit à la 2e sonnerie. Le bruit de fond de son côté était une symphonie chaotique de lourds cartons déplacés, de rubans adhésifs déchirés bruyamment, et du tintement distinct de verreries de luxe. Sa voix, lorsqu'elle parla, était vive, légère, et bien trop désinvolte. Elle dégoulinait de cette douceur mielleuse et forcée qu'elle déployait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à asséner un coup massif et inacceptable, en s'attendant à ce que je l'encaisse avec le sourire. Je ne dis même pas bonjour. Je ne lui demandais pas comment s'était passée sa journée. Je gardais ma voix parfaitement neutre, dépouillant mon ton de toute émotion. Pourquoi la clé de secours physique est-elle en train de tourner dans la serrure de ma porte d'entrée en ce moment même? Il y eut une légère pause révélatrice à l'autre bout du fil. C'était le genre de pause que prend une personne qui se prépare à un impact qu'elle s'est mérité, mais qu'elle pense encore naïvement pouvoir éviter par la manipulation. Eh bien, Harrison, commença-t-elle, son ton changeant rapidement pour un registre si mielleux qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. C'est justement de ça que ton père et moi voulions te parler cet après-midi. Nous avons dû prendre une décision familiale exécutive très soudaine. Nous faisons emménager Corbin aujourd'hui. Corbin, mon frère aîné de 34 ans, le garçon en or, l'éternelle victime de ses propres choix désastreux. Je me penchai en arrière dans mon lourd fauteuil de bureau en cuir et fixai le mur blanc en face de moi. « De quoi parles-tu exactement » demandai-je, ma voix devenant dangereusement basse. « Oh, s'il te plaît, essaie d'avoir un peu d'empathie pour une fois dans ta vie, Harrison. » Elle soupira bruyamment, jouant instantanément la carte ultime de la culpabilité maternelle, essayant de me faire passer pour le méchant avant même que j'aie eu la chance de réagir. « Tu sais, Geneviève a finalisé les papiers du divorce ce matin. Elle l'a complètement mis à la porte de sa maison. Il n'a absolument nulle part où aller et sa cote de crédit est totalement ruinée. Il est absolument dévasté. Chérie, toute sa vie s'effondre. Ton père et moi ne pouvions pas le laisser dormir dans sa voiture ou sur notre canapé inconfortable du salon pour toujours. Tu es un homme célibataire. Tu gagnes un argent incroyable avec ton cabinet. Tu peux facilement te permettre d'acheter une autre belle maison ou de louer un penthouse de luxe en centre-ville pendant un certain temps. Corbin a un besoin urgent de stabilité en ce moment. Il a besoin du confort d'une maison haut de gamme pour se remettre les idées en place et repartir du bon pied. Encaisse le coup pour la famille, d'accord? Tu dois bien ça à ton frère. L'audace pure et stupéfiante de ces mots résonna bruyamment dans le calme de mon bureau. Ils n'avaient pas appelé pour demander une faveur énorme. Ils avaient simplement pris ce qui était à moi. Ils croyaient honnêtement que mon sanctuaire sur mesure de 850 000 $ n'était rien de plus qu'un plan de secours, un bien commun destiné à amortir la chute des échecs massifs de leur enfant préféré. Avez-vous déjà entendu une exigence si complètement déconnectée de la réalité,
si profondément insultante, que votre cerveau refuse temporairement de traiter l'information? Avez-vous déjà eu quelqu'un de votre propre sang regarder vos décennies de dur labeur, votre sang, votre sueur et vos larmes, et décider que tout cela appartenait soudainement à quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il avait piqué une crise et l'avait demandé? Si vous avez déjà été confronté à ce niveau de sentiment toxique que tout vous est dû, faites-le moi savoir dans les commentaires, car ce que j'ai fait ensuite va vous donner un sentiment de justification incroyable. Je n'ai pas hurlé dans le combiné. Je ne l'ai pas insulté ni menacé d'appeler la police sur le champ. Mes mains n'ont même pas tremblé. Au lieu de cela, une vague glaciale de clarté calculée m'a submergé. Je l'ai simplement laissé continuer à parler. Je suis resté assis en silence et je l'ai écouté divaguer sans fin sur l'unité familiale, le pardon chrétien, et sur le fait que j'étais un si bon et noble petit frère en sacrifiant silencieusement toute ma propriété pour le plus grand bien de la famille. Je vais m'en occuper, dis-je doucement, la coupant au milieu de sa phrase. Oh, merci, Harrison. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours celui sur qui on peut compter. Nous t'inviterons à dîner dimanche pour célébrer ça comme il se doit. Elle raccrocha. Le silence de mon bureau s'abattit de nouveau sur moi. Je baissai lentement le téléphone. Je regardais mon bureau. Juste à côté du clavier de mon ordinateur se trouvait une épaisse pile de contrats de transfert de propriété immobilière commerciale standard, vierge. J'ai tendu la main et j'ai tiré la première feuille vers moi. Il pensait que mon silence était une soumission. Il n'avait absolument aucune idée du genre de monstre qu'il venait de réveiller. Que feriez-vous si votre famille vous volait votre maison? Pour bien comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement sprinté vers mon camion, gravi cette route de montagne sinueuse, défoncé ma propre lourde porte en acier, et traîné mon frère dehors par son col coûteux. Il faut comprendre la psychologie profondément ancrée et tordue de la maison où j'ai grandi. Dans la grande pièce tragique de notre dynamique familiale, Corbin a toujours été l'étoile brillante, le protagoniste incontesté de l'univers. J'étais simplement un machiniste censé balayer tranquillement les planchers et maintenir les lumières allumées. En termes de psychologie clinique, il était l'enfant en or classique et j'étais le bouc émissaire invisible et hautement fonctionnel. Mes parents, Roland et Myriam, ne m'ont jamais explicitement dit qu'ils l'aimaient plus. Ils n'avaient pas besoin de prononcer les mots. Ils l'ont prouvé à travers un millier de petits choix quotidiens et angoissants, étalés sur 3 décennies. Laissez-moi vous faire une visite rapide et douloureuse du musée de mon ressentiment d'enfance pour vous montrer exactement pourquoi ma réaction a été si violemment froide. Pièce à conviction A. J'avais 17 ans. J'avais passé 2 étés épuisants, à me couvrir d'ampoules en transportant de lourds sacs de paillis, en posant des briques chaudes, et en suant sans relâche sous un soleil de plomb pour une équipe locale d'aménagement paysager commercial. J'ai économisé chaque centime que j'ai gagné dans une boîte de café rouillé pour acheter une vieille camionnette d'occasion, afin de pouvoir enfin commencer à prendre mes propres petits boulots le week-end et créer une entreprise. Le jour où je l'ai fièrement ramenée à la maison, mon père l'a regardée, a hoché la tête une fois, et est retourné regarder la télévision. Ce vendredi soir-là, Corbin, qui avait 19 ans à l'époque et n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 semaines avant de démissionner parce que c'était indigne de lui, a décidé qu'il voulait emmener une fille dîner dans un restaurant chic. Mes parents m'ont forcé à lui donner mes clés, prétendant que la famille partage ses bénédictions. Corbin a pris ma camionnette durement gagnée, s'est fortement enivré, et a enroulé l'avant du véhicule autour d'un poteau d'éclairage en béton à 80 km/h. Il n'a rien eu, mais la camionnette était bonne pour la casse. Mes parents ne l'ont pas fait payer les réparations. Ils ne l'ont pas puni. Au lieu de cela, ils m'ont fait la morale pour être trop matérialiste lorsque je me tenais dans l'allée en pleurant sur le capot écrasé de mon unique bien. Pièce à conviction B. Ma remise de diplôme universitaire. Je m'étais cassé le dos à travailler des nuits brutales comme agent de sécurité sur le campus pour payer mes propres frais de scolarité, finissant par obtenir mon diplôme en tête de ma promotion en génie civil et architecture du paysage. Nous étions censés avoir un grand dîner de célébration coûteux dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville. J'avais attendu ce repas avec impatience pendant 4 ans. Mais le matin de la cérémonie, Corbin s'est réveillé avec un léger rhume. Il s'est plaint sans cesse d'avoir la gorge qui gratte, mal à la tête, et de se sentir ignoré. Mes parents ont immédiatement annulé toute la réservation du dîner sans même me le demander. Ils ont passé toute la soirée à lui apporter de la soupe au poulet chaude et à regarder des films dans sa chambre, pendant que j'étais assis tout seul à la table sombre de la cuisine, mangeant un sandwich froid à la dinde, toujours vêtu de ma toge de diplômé.
La règle de la maison était tacite mais gravée dans une pierre absolument incassable. Harrison gère ses propres problèmes tranquillement et sans se plaindre. La famille gère les problèmes de Corbin bruyamment et avec un portefeuille ouvert. Quand Corbin a décidé qu'il voulait lancer une start-up technologique complètement ridicule, sans aucun plan d'affaires et sans expérience en codage, mes parents ont puisé avec enthousiasme 150 000 $ dans leur propre épargne retraite pour financer son rêve délirant. Il a dilapidé chaque centime en moins de 8 mois en voitures de sport de luxe en leasing, en somptueuses soirées de réseautage avec de faux influenceurs, et en vêtements de créateurs sur mesure. Leur réaction à son échec massif? Ils l'ont serré dans leurs bras et lui ont dit qu'ils étaient incroyablement fiers de lui d'avoir essayé de décrocher les étoiles. Pendant ce temps, j'ai contracté des prêts étudiants massifs et étouffants, j'ai bâti mon cabinet d'architecture paysagiste à partir de rien, et j'ai décroché mon premier contrat de développement commercial d'1 million de dollars avant l'âge de 30 ans. Je ne leur ai jamais demandé un seul centime. Je ne leur ai jamais demandé une faveur, et ils n'en ont jamais offert. Quand Corbin a réussi, d'une manière ou d'une autre, à épouser Geneviève, la fille brillante et incroyablement riche d'un magnate de l'immobilier commercial, mes parents ont agi comme s'il avait conquis le monde à lui tout seul. Ils le pavoisaient à chaque réunion de famille, se vantant sans relâche de son nouveau style de vie opulent, ignorant complètement le fait flagrant qu'il était essentiellement un animal de compagnie très bien payé, vivant entièrement de la fortune générationnelle de sa femme. Mais Corbin était négligent. Il était follement arrogant. Il pensait honnêtement qu'une femme riche et puissante n'était qu'une seconde mère, destinée à nettoyer ses dégâts et à financer ses habitudes de jeu. Il l'a trompée. Il a beaucoup bu. Et il l'a traitée comme une moins que rien. Il y a 3 semaines, Geneviève s'est enfin réveillée. Elle a emballé ses vêtements chers dans des sacs poubelles, a changé les serrures de son immense domaine, et lui a signifié des papiers de divorce brutaux et impitoyables. Quand l'enfant en or est tombé de son piédestal, il est tombé durement. Et fidèles à eux-mêmes, Roland et Myriam se sont précipités désespérément pour le rattraper, mais ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'options. Alors, ils ont regardé de l'autre côté de la table, vers le fils qu'ils avaient ignoré pendant 32 ans. Ils ont vu ma stabilité, ma richesse, et ma magnifique cabane écologique sur mesure de 850 000 $, et ils ont décidé que c'était l'agneau sacrificiel parfait à offrir aux pieds de Corbin. Ils croyaient honnêtement que, parce que nous partagions le même ADN, mes réalisations étaient simplement des biens communs, attendant d'être redistribués de force chaque fois que Corbin se cognait l'orteil. Ils pensaient que j'étais encore ce garçon impuissant de 17 ans qui baisserait simplement la tête et accepterait l'injustice. Ils n'avaient pas réalisé que la colère profonde qu'ils avaient plantée en moi toutes ces années ne s'était pas estompée. Elle s'était calcifiée. Elle s'était transformée en ce genre d'énergie froide, calculatrice et impitoyable qui bâtit des empires et détruit des ennemis. Ils voulaient ma maison, mais ils avaient oublié que c'est moi qui rédige les contrats. Combien de manque de respect flagrant faut-il avant que la famille ne devienne tout simplement l'ennemi? Le dimanche soir arriva avec une atmosphère lourde et étouffante qui pesait sur mes épaules comme un poids physique. Je conduisis lentement mon lourd camion de travail dans l'allée en béton fissurée de la modeste maison de banlieue de mes parents. Je mis le véhicule en stationnement, mais ne coupai pas immédiatement le moteur. Je restai assis derrière le volant un long moment, en silence, fixant intensément la lumière jaune et chaude qui filtrait de la fenêtre de la salle à manger. Je savais exactement ce que serait cet événement. Ce n'était pas une célébration de l'unité familiale. C'était une embuscade soigneusement orchestrée. C'était la réunion de famille formelle et obligatoire où ils tenteraient de me lier légalement, moralement et émotionnellement au vol flagrant de ma propre propriété. Je pris une profonde inspiration, coupai le contact et montai les marches du perron. Dès que je franchis la porte d'entrée, je fus immédiatement frappé par l'odeur de poulet rôti et par un mur de tension épais, presque suffocant. Ils étaient tous déjà assis autour de la table de la salle à manger, m'attendant comme un jury. Roland, Myriam, et assis là, en bout de table, occupant la place habituelle de mon père et affichant un air incroyablement suffisant, se trouvait Corbin. Il faisait nonchalamment tourner un verre de vin rouge très cher et profond. Le genre de millésime que je savais, pertinemment, que mes parents ne pourraient jamais se permettre. Ce qui signifiait qu'il l'avait probablement apporté de sa réserve privée qu'il avait réussi à faire sortir avant que Geneviève ne le mette à la porte. « Harrison, mon garçon, assieds-toi, s'il te plaît. » Mon père, Roland, désigna la seule chaise vide à table avec un sourire forcé, douloureusement jovial, qui n'atteignait pas ses yeux. Je pris ma place lentement, en gardant ma posture parfaitement droite.
Personne ne toucha la nourriture posée au centre de la table. L'air était incroyablement lourd. Mon père s'éclaircit bruyamment la gorge, joignit ses mains et se lança dans son discours lourdement répété. Il parla longuement des réalités dures et impitoyables du monde, de l'incroyable cruauté de l'ex-femme de Corbin, et de l'importance absolue de la loyauté familiale en temps de crise. Nous sommes incroyablement fiers de la façon dont tu as réussi dans le monde des affaires, Harrison, dit mon père, se penchant en avant, ses avant-bras lourdement posés sur la table. Tu es un homme qui s'est fait tout seul. Mais en ce moment, ton frère aîné est dans une crise terrible. Cette magnifique cabane que tu as sur la colline, elle est belle, vraiment, mais elle est très isolée. Elle est bien trop grande pour un seul homme qui travaille 80 heures par semaine. Corbin a besoin d'un endroit qui reflète un certain statut haut de gamme pour pouvoir maintenir son image, se remettre sur pied et recommencer à prendre des rendez-vous de consultation importants. Nous te demandons simplement de le laisser y rester indéfiniment jusqu'à ce qu'il trouve une solution. C'est la chose chrétienne à faire. La famille est de la famille. Je tournai lentement la tête et regardai directement Corbin. Il n'essayait même pas de cacher son arrogance stupéfiante. Il prit une gorgée lente et délibérée de son vin, fit claquer ses lèvres et me fit un sourire narquois de l'autre côté de la table. Allez, frérot. Tu n'as pas vraiment besoin d'un domaine sur mesure de 3 chambres juste pour toi. Tu travailles tout le temps de toute façon. Tu vis pratiquement à ton bureau. Laisse-moi m'en occuper pendant un moment. Je te présenterai même de vrais poids lourds de l'immobilier commercial une fois que j'aurai lancé ma nouvelle entreprise de conseil. Considère ça comme un juste échange. Un juste échange ? Je le fixai, mon esprit tournant à toute vitesse. Il était assis là, complètement fauché, me proposant de me présenter à des gens dans un secteur que je dominais déjà complètement, en échange du vol permanent d'une maison que j'avais construite de mes propres mains et avec mon propre argent. L'illusion absolue et non fardée qui émanait de son visage était véritablement stupéfiante. Je reportai mon regard sur ma mère. Elle me fixait avec de grands yeux suppliants et pleins d'attente, attendant avec impatience que je cède, attendant que je baisse la tête et que je dise que c'était normal de se faire voler. À cette fraction de seconde exacte, en regardant son visage, toute culpabilité persistante, toute trace microscopique d'obligation familiale à laquelle je m'accrochais encore inconsciemment, s'est complètement et définitivement évaporée. J'ai réalisé à ce moment précis qu'ils n'étaient pas une famille. C'étaient des parasites. C'était un organisme toxique collectif conçu uniquement pour nourrir l'ego sans fin d'un homme profondément imparfait et inutile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table ni brisé un verre. J'ai calmement pris ma serviette en lin, je me suis essuyé méticuleusement la bouche, je l'ai posée à côté de mon assiette vide, et j'ai offert un sourire doux et glacial. Tu sais quoi, Corbin, dis-je, ma voix douce, calme et parfaitement posée. Tu as absolument raison. La maison est bien trop grande pour moi en ce moment. Tu devrais avoir exactement ce que tu mérites. Ma mère laissa échapper un énorme soupir de soulagement dramatique, pressant ses mains contre sa poitrine. Oh, Harrison, je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. J'ai toujours dit à ton père que tu avais un bon cœur. Corbin gloussa bruyamment, levant son verre de vin cher vers moi dans un toast moqueur. Merci, petit frère. Je te promets que je prendrai bien soin de l'endroit. Ne t'inquiète de rien. Je me levai de table, repoussant lentement ma chaise en bois. Profitez bien du poulet rôti, dis-je doucement, sans regarder aucun d'eux. J'ai une matinée très chargée demain. De gros contrats à conclure. Je suis sorti par la porte d'entrée, les laissant célébrer joyeusement leur victoire imaginaire dans la salle à manger. Au moment exact où je suis entré dans le sanctuaire calme et sombre de mon camion, le faux sourire a complètement disparu de mon visage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler tous mes contacts commerciaux de haut niveau, mes entrepreneurs généraux, mes avocats d'affaires coûteux. Je me suis arrêté sur un numéro de téléphone très spécifique que j'avais obtenu par l'intermédiaire d'un associé commun plusieurs mois auparavant. Il appartenait à la seule personne sur cette terre qui détestait Corbin encore plus que moi. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a sonné 3 fois avant qu'une voix de femme, nette, élégante et pragmatique, ne réponde. Geneviève à l'appareil. Bonjour, Geneviève, dis-je, fixant d'un regard vide la rue de banlieue sombre et déserte devant moi. C'est Harrison, le frère de Corbin. Je sais qu'il est tard, mais nous devons parler tout de suite. J'ai une proposition commerciale très spécifique à vous faire concernant votre ex-mari,
et je vous garantis qu'elle va vous rendre très, très heureuse. Pensez-vous qu'il y ait une limite à ce que quelqu'un devrait faire pour protéger ce qui lui revient de droit? Le lendemain matin, à 7 heures précises, j'ai envoyé un court message groupé, soigneusement formulé, à mes parents et à Corbin. J'ai menti avec aisance, leur faisant savoir que j'avais été appelé de manière inattendue sur un projet de développement commercial majeur et à haut risque hors de l'État, et que je serais parti pour au moins une semaine complète. Je leur ai dit que je leur remettrais officiellement les codes d'accès biométriques numériques et les mots de passe de l'alarme principale à mon retour, jouant à la perfection le rôle pathétique du jeune frère docile et vaincu. Je ne suis pas parti hors de l'État. J'ai conduit 30 km dans la direction opposée, j'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe du centre-ville, j'ai installé mon puissant ordinateur portable d'entrepreneur sur le bureau en acajou poli, et je me suis connecté en toute sécurité au réseau de sécurité secondaire. Complètement caché, que j'avais secrètement installé dans la cabane pendant la construction. Le système de sécurité principal, que mon père pensait avoir contourné, était uniquement lié aux serrures extérieures. Mais les caméras haute définition intérieures étaient câblées à un serveur cloud crypté entièrement distinct, dont Corbin et mes parents ignoraient même l'existence. Je me suis versé un verre d'eau pétillante fraîche, je me suis installé dans le fauteuil ergonomique et j'ai regardé les moniteurs en direct. À 14 heures précises, un grand camion de déménagement de location a lentement reculé dans mon allée immaculée en gravier concassé, posé à la main. Le flux de la caméra du porche d'entrée montrait clairement mon père, ma mère et Corbin se tenant avec arrogance devant la lourde porte d'entrée en chêne. J'ai regardé, la mâchoire serrée et les dents grinçantes, mon père sortir la clé de secours brillante de la poche de sa veste, la clé exacte qu'il avait délibérément volée de mon coffre-fort sécurisé dans sa maison. Il l'a insérée dans le cylindre, l'a tournée, et a ouvert ma porte en grand. Ils sont entrés dans mon sanctuaire privé comme des envahisseurs conquérants, réclamant le butin d'une guerre qu'ils n'avaient pas menée. Au cours des 4 heures suivantes, atroces, je suis resté complètement immobile dans cette chambre d'hôtel silencieuse et j'ai regardé ma propre chair et mon propre sang profaner nonchalamment ma maison. Le principe psychologique d'observer un désastre sans intervenir immédiatement est l'une des disciplines les plus difficiles qu'une personne puisse maîtriser. Mais j'avais désespérément besoin de preuves. J'avais besoin d'un enregistrement numérique impeccable, indiscutable et juridiquement contraignant de leur mépris total et absolu pour ma propriété. Corbin est entré directement dans le grand salon en portant des bottes de créateur couvertes de boue. Il n'a même pas pris la peine de s'essuyer les pieds sur le paillasson. Il a marché directement sur le tapis persan vintage tissé à la main que j'avais spécialement importé pour 12 000 $, laissant de profondes traces de boue humide et sale incrustées dans les fibres délicates et irremplaçables. Ma mère, se comportant comme la maîtresse des lieux, est entrée dans ma cuisine sur mesure, celle avec les comptoirs en marbre italien importé qui avait nécessité 6 hommes pour être soulevés et installés avec soin. Elle a commencé à déballer de lourdes boîtes de vaisselle bon marché de Corbin, traînant imprudemment les fonds en carton rugueux et les agrafes métalliques exposées directement sur la surface en pierre hautement polie et facilement rayable. Mais le moment le plus exaspérant est survenu bien plus tard, vers 18 heures. Corbin avait apparemment invité 2 de ses amis minables et sans emploi pour célébrer son tout nouveau pied-à-terre de célibataire. Il se tenait dans la cuisine, riant bruyamment, agissant comme s'il possédait le monde. Corbin a hardiment sorti une énorme et coûteuse bouteille de champagne millésimée de mon réfrigérateur personnel. Il a cherché un décapsuleur, mais n'en a pas trouvé. Alors, dans une démonstration spectaculaire de stupidité ahurissante, il a pris un lourd couteau de chef en acier forgé de mon bloc en bois et a tenté de sabrer le haut de la bouteille pour impressionner ses amis. Il a complètement manqué la jointure. La lourde bouteille en verre lui a glissé violemment des mains moites et s'est écrasée avec une force considérable directement sur le bord tranchant de l'îlot en marbre italien. Grâce au flux de la caméra haute définition, j'ai pu entendre le craquement écœurant. J'ai pu voir clairement un énorme morceau déchiqueté du marbre de première qualité se détacher complètement et tomber sur le plancher en bois dur, accompagné de litres d'alcool collant et chair et de verre brisé. Oups, a ri bruyamment Corbin, totalement imperturbable, poussant paresseusement le verre brisé sous les armoires sur mesure avec sa botte. Ne vous inquiétez pas, les gars. Harrison trouvera quelqu'un pour réparer ça plus tard. Il a plein d'argent. Ma poitrine était incroyablement oppressée. Mes mains étaient serrées en poings si fort que mes jointures étaient d'un blanc éclatant, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes. Chaque instinct primaire de mon corps me hurlait de monter cette montagne, d'appeler le shérif local et de les faire tous traîner violemment sous la pluie, menottes au poignet, pour violation de domicile. Cela aurait été si facile.
Cela aurait été instantanément et agressivement satisfaisant. Mais la satisfaction instantanée est pour les amateurs et les imbéciles. Une simple accusation de violation de propriété n'aurait signifié qu'une petite tape sur les doigts. Mes parents auraient volontiers vidé leur compte pour payer sa caution, régler ses amendes, puis passer les 20 prochaines années à raconter à toute notre famille élargie que j'étais un monstre cruel et sans cœur qui avait fait arrêter son propre frère innocent pour un simple malentendu familial. Non, je ne voulais pas d'une victoire temporaire et fugace. Je voulais une destruction totale, absolue, ne laissant que des cendres. Je n'ai pas fermé l'ordinateur portable. J'ai laissé les caméras tourner, enregistrant chaque image haute définition de leur vandalisme flagrant sur mon disque cloud crypté. Je documentais méticuleusement le coût financier exact de leur arrogance. Chaque rayure sur le marbre, chaque empreinte de boue sur le tapis n'était qu'une balle de plus chargée dans le barillet. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié l'heure. Il était 19 heures. C'était l'heure de mon rendez-vous. Je me suis levé, j'ai enfilé mon plus beau costume anthracite sur mesure, j'ai ajusté ma cravate en soie dans le miroir et je suis sorti de la chambre d'hôtel. Le piège était parfaitement tendu, et la proie venait d'entrer de son plein gré dans la cage. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de passer le détonateur au bourreau. Avez-vous déjà gardé un silence parfait en regardant quelqu'un détruire systématiquement sa propre vie? J'ai franchi les lourdes portes en verre du restaurant étoilé Michelin, faiblement éclairé et incroyablement exclusif, au cœur du centre-ville. L'air à l'intérieur était riche, un mélange sophistiqué de truffes noires, de vin vieilli coûteux et d'argent lourd et silencieux. Le genre d'endroit où les accords se concluaient à voix basse. J'ai balayé la salle du regard et je l'ai repéré immédiatement. Geneviève était assise seule dans une banquette d'angle isolée, doublée de velours, vêtue d'un blazer blanc impeccable et élégant. Elle sirotait lentement un martini classique, dégageant la posture froide et calculatrice d'une femme entièrement habituée à donner des ordres et à ce qu'on y obéisse instantanément, sans poser de questions. Je me suis approché et je me suis glissé en douceur dans la banquette en cuir en face d'elle. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas offert de salutation polie. Elle m'a simplement évalué avec des yeux sombres et perçants qui ne manquaient absolument rien. « Harrison » dit-elle doucement, posant son verre avec précaution sur une serviette. « Je dois admettre que, lorsque vous m'avez appelé hier soir, j'ai supposé que c'était juste une autre mission de sauvetage pathétique et désespérée, orchestrée par vos parents complaisants. Myriam vous a-t-elle envoyé ici pour me supplier de reconsidérer la pension alimentaire de Corbin? Je n'ai pas dit un seul mot en réponse à sa pique. J'ai simplement ouvert ma mallette en cuir, sorti ma tablette numérique, déverrouillé l'écran et l'ai fait glisser silencieusement sur la nappe blanche immaculée vers elle. Geneviève a baissé les yeux. Sur l'écran lumineux se déroulait la vidéo de sécurité en haute définition d'il y a exactement 3 heures. Elle montrait clairement Corbin, le visage rouge, arrogant et riant, en train de fracasser la lourde bouteille de champagne contre mon îlot en marbre italien importé et de donner négligemment des coups de pied dans le verre brisé sous les armoires, comme si ce n'était que des ordures. Geneviève a fixé intensément la vidéo. Son expression faciale est restée complètement neutre, mais j'ai vu un petit muscle tressaillir de colère sur sa mâchoire. Elle a lentement tendu la main, a pris son martini et en a bu une longue gorgée mesurée. Il a fait exactement la même chose à mes armoires de cuisine sur mesure, l'après-midi où je lui ai finalement signifié les papiers du divorce, murmura-t-elle, sa voix teintée d'un venin pur et sans mélange. Il a jeté une lourde lampe en laiton massif à travers un vitrail vintage inestimable dans mon hall d'entrée. C'est un enfant pathétique qui brise violemment des objets coûteux lorsque l'univers ne lui donne pas exactement ce qu'il veut. Pourquoi me montrez-vous cette vidéo, Harrison? Je ne suis plus légalement ou financièrement responsable de ces crises de colère. Je vous montre cette vidéo parce que, depuis hier après-midi, mes parents lui ont officiellement donné ma maison, dis-je, en gardant ma voix incroyablement basse et parfaitement stable. Ils ont utilisé une clé de secours volée, ont déménagé ses affaires, et s'attendent à ce que je m'en aille et que je le laisse avoir en permanence mon domaine sur mesure de 850 000 $. Geneviève laissa échapper un rire sec, totalement dépourvu d'humour, qui sonna comme de la glace qui se fissure. « Et vous voulez ma sympathie » demanda-t-elle d'un ton moqueur. « Ou voulez-vous une recommandation pour un bon avocat? Parce que mon équipe juridique est assez chère et je ne donne pas de conseils gratuits. Je veux vous la vendre, dis-je en me penchant légèrement en avant, posant mes coudes sur la table. Cela a immédiatement attiré son attention. Ses yeux sombres se sont plissés brusquement, se fixant sur les miens. Expliquez-vous.
Je sais pertinemment que le groupe d'investissement commercial de votre père a essayé agressivement d'acquérir des propriétés isolées de premier choix dans la région du Nord-Ouest Pacifique pour construire ce nouveau portefeuille de retraites écologiques de luxe, dis-je, exposant les faits concrets de l'affaire. Mon domaine s'étend sur 3 acres de collines vierges et densément boisées. L'architecture est absolument impeccable, construite selon les normes commerciales. L'évaluation actuelle du marché, en date du mois dernier, est d'exactement 850 000 $. Je fis une pause, laissant les chiffres massifs peser lourdement dans l'air entre nous. Je vous la vends directement, complètement hors du marché public, pour 780 000 $ en argent comptant, pur et simple. Une remise instantanée massive. Nous contournons complètement les agents immobiliers. Nous évitons le processus ennuyeux des visites libres et nous concluons toute la transaction en exactement 3 jours. Geneviève se pencha lentement en arrière contre la banquette en velours, tapotant ses ongles parfaitement manucurés contre la tige en cristal de son verre, son esprit visiblement en train de faire les calculs. Une remise de 70 000 $ sur une propriété de luxe clé en main est incroyablement généreuse, Harrison. Presque suspecte. Quel est le piège, exactement? Le piège, dis-je, la regardant droit dans les yeux sans ciller, c'est que la propriété est actuellement infestée par un nuisible très sévère. Vous achetez la maison entièrement en l'état. Et en tant que nouvelle propriétaire légale de la propriété, vous et votre entreprise serez entièrement responsables de signifier légalement l'avis d'expulsion et de retirer physiquement les déchets humains qui occupent actuellement le salon. La prise de conscience la frappa lentement. Je l'ai regardé traiter l'information, puis un sourire lent, prédateur et véritablement terrifiant s'est dessiné sur son visage. L'ironie de la situation était absolument exquise. La femme même que Corbin avait tourmentée pendant des années, la femme dont il avait honteusement profité de l'immense richesse, serait désormais la propriétaire légale incontestée de la forteresse qu'il pensait m'avoir volée. « Vous voulez que je le jette personnellement dans la rue glaciale » dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure ravi et excité. « Je veux que vous ameniez la police, vos avocats les plus coriaces, et tout le poids écrasant de la loi sur sa tête, devant tous ceux qu'il connaît, la corrigez-je fermement. Je veux qu'il comprenne vraiment qu'il ne possède absolument rien. » Geneviève n'hésita pas une seconde de plus. Elle tendit la main par-dessus la nappe blanche. « Faites envoyer le contrat de transfert directement à mon service juridique avant minuit ce soir. Nous virerons les fonds en totalité d'ici jeudi matin. Quelle est la transaction commerciale la plus impitoyable et la plus calculée à laquelle vous ayez jamais assisté dans votre vie? Au cours des 72 heures suivantes, j'ai exécuté avec succès l'opération logistique la plus stressante, la plus risquée et la plus précise de toute ma vie professionnelle. Sur le papier, la vente légale d'une propriété de luxe haut de gamme prend généralement entre 30 et 60 jours angoissants d'inspection, d'approbation bancaire et de paperasse sans fin. Mais lorsque vous traitez directement avec le groupe d'investissement privé d'un milliardaire qui paie entièrement en espèces, et que les deux parties sont très motivées par un désir brûlant de vengeance commun, la paperasse bureaucratique disparaît tout simplement. L'équipe juridique d'élite de Geneviève a travaillé à une vitesse fulgurante. La recherche de titres du comté est revenue complètement vierge. L'inspection standard de la propriété a été entièrement annulée par écrit. L'énorme pile de documents de transfert a été rédigée, signée numériquement à l'aide d'un logiciel crypté et officiellement notarié en un temps record. Mais juste avant que le virement final massif ne puisse officiellement arriver sur mon compte professionnel, j'avais une dernière mission incroyablement cruciale à accomplir. Je devais extraire secrètement mes biens personnels les plus précieux de la cabane sans alerter Corbin ni déclencher une confrontation. C'était mercredi soir, à 2 heures du matin précise. Une pluie forte, glaciale et incessante tombait sur la montagne, offrant la couverture acoustique parfaite pour ce que j'allais faire. J'ai garé mon camion sombre sur le bord de la route, à un demi-mile en bas du chemin de montagne sinueux, et j'ai grimpé à travers les pins épais et humides, m'approchant de ma propre maison. Me sentant exactement comme un cambrioleur professionnel, j'ai complètement contourné la porte d'entrée fortement surveillée. Je suis passé par l'entrée de service arrière, une lourde porte de sécurité en acier dissimulée par l'aménagement paysager, que j'avais personnellement conçu pour ne s'ouvrir que via un scanner d'empreintes digitales cachées. J'ai pressé mon pouce froid et humide contre le panneau de verre. Les lourds pênes dormants internes se sont déverrouillés silencieusement, en douceur, se rétractant dans le cadre. Je suis entré dans le couloir plongé dans l'obscurité totale. La maison sentait immédiatement la bière éventée, la pizza grasse et bon marché, et la fumée de cigarettes froides. Mon estomac s'est violemment retourné face à ce manque de respect, mais je suis resté entièrement concentré sur la mission.
J'entendais Corbin ronfler bruyamment, un son profond et rythmé provenant de la chambre principale à l'étage. L'enfant en or dormait après une autre nuit de luxe non méritée, dans un lit qu'il n'avait pas payé. Me déplaçant silencieusement comme une ombre, je suis allé directement à mon bureau au premier étage. J'ai contourné les serrures numériques complexes de mon lourd coffre-fort muralinifuge. À l'intérieur se trouvaient les choses qui comptaient vraiment pour moi, les choses que l'argent ne pouvait pas facilement remplacer, mon passeport, les actes de propriété physiques originaux de mes diverses propriétés commerciales. Une collection de montres Rolex vintage que j'avais achetées pour célébrer mes plus grandes réussites professionnelles, et une lourde boîte en velours contenant les bijoux anciens de ma défunte grand-mère. J'ai tout chargé méticuleusement dans un sac de sport tactique robuste. J'ai fait un dernier tour lent au premier étage. J'ai pris quelques dossiers clients essentiels, mes disques durs de sauvegarde cryptés, et une œuvre d'art moderne coûteuse accrochée au mur que j'aimais particulièrement. J'ai regardé l'espace sombre une dernière fois. L'îlot en marbre profondément rayé, le tapis persan ruiné, le désordre dégoûtant laissé sur la table basse. Ce n'était plus mon problème. C'était juste un bâtiment fait de bois et de pierre. Mon vrai sanctuaire, c'était l'argent et la liberté absolue que j'étais sur le point d'obtenir. Je suis ressorti par la porte de service, je l'ai verrouillée solidement derrière moi, et j'ai disparu dans la nuit pluvieuse et glaciale. Le lendemain matin, j'étais confortablement assis dans le grand hall de mon hôtel, buvant un café noir chaud, fixant intensément l'écran de mon téléphone. À 9 heures précises, la notification bancaire est apparue à l'écran. Un dépôt massif et magnifique, directement du groupe d'investissement Geneviève. 780 000 $. Validé. Disponible. L'acte a été officiellement enregistré auprès du greffier du comté. Je n'étais plus propriétaire de la belle maison sur la colline. Par pure curiosité morbide, j'ai ouvert l'application Facebook sur mon téléphone. Bien sûr, tout en haut de mon fil d'actualité, il y avait une toute nouvelle publication, très filtrée, de Corbin. Il avait pris un selfie ridicule, debout sur ma grande terrasse en cèdre, regardant la vallée brumeuse en contrebas. Il portait un peignoir en soie coûteux qui m'appartenait probablement et tenait une tasse de café fumante. La légende disait « Nouveau départ ». Parfois, la vie vous met à terre, mais l'univers pourvoit toujours aux besoins des bonnes personnes. Tellement béni de commencer ce nouveau chapitre incroyable dans mon domaine d'1 million de $. Un grand merci à mon petit frère pour avoir enfin compris sa place et s'être écarté pour le roi. Béni nouveau mois vie de luxe. Je fixais l'illusion pure et non fardée qui rayonnait puissamment de l'écran. Il avait invité plus de 50 personnes à une grande pendaison de crémaillère avec traiteur ce week-end à venir. Tante, oncle, cousin, et une horde massive de ses amis minables. Il se préparait avec enthousiasme à organiser un grand couronnement dans un château qu'il ne possédait pas, debout sur une trappe qui était sur le point de s'ouvrir en grand. J'ai souri, un sourire sincère et terrifiant. J'ai tapé sur l'écran et j'ai cliqué sur le bouton j'aime de sa publication. Parce qu'il avait absolument raison. Il était sur le point de commencer un tout nouveau chapitre, et il allait être écrit dans une humiliation complète. Si cette histoire de drame familial et de vengeance familiale vous fait monter l'adrénaline et que vous voulez voir le karma ultime s'abattre, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. Appuyez simplement sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire en me disant de quelle ville, état ou pays vous regardez aujourd'hui. Chaque petite interaction aide à diffuser ces histoires insensées à plus de gens qui aiment la justice. Restez dans les parages car la chute est spectaculaire. Le samedi soir arriva, et l'air sur la montagne était vif et clair, mais la quiétude de la vallée était complètement brisée par les basses puissantes d'une musique incroyablement forte. J'étais confortablement assis dans ma suite d'hôtel du centre-ville, à des kilomètres du chaos, projetant les flux de mes caméras de sécurité cachées directement sur le grand téléviseur à écran plat accroché au mur. C'était comme regarder une tragicomédie en haute définition, parfaitement mise en scène, se dérouler en temps réel. Corbin n'avait reculé devant aucune dépense pour sa grande pendaison de crémaillère, ce qui était hilarant étant donné qu'il avait littéralement un solde négatif sur son compte courant. Il avait engagé une entreprise de traiteur professionnel. Il y avait d'immenses plateaux en argent d'amuse-gueule coûteux disposés sans ménagement sur la surface profondément rayée de mon îlot en marbre italien. Un barman mélangeait des cocktails de qualité dans un coin, renversant du sirop collant partout sur les planchers en bois dur sur mesure que j'avais installés à la main. Le salon, que j'avais conçu pour être un espace calme et serein pour la lecture et la détente, était maintenant bondé de plus de 50 personnes. Je reconnaissais presque tout le monde.
C'était un immense rassemblement de notre famille élargie, parsemé des amis parasites et odieux de Corbin. La clique des partisans était venue en force. Ma tante Suzanne, une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans, se tenait près de la cheminée, louant bruyamment Corbin pour s'être enfin installé et avoir trouvé un endroit à la hauteur de son incroyable potentiel. J'ai regardé mes parents, Roland et Myriam, flotter dans la pièce bondée comme des membres de la royauté. Ils rayonnaient de fierté, serrant des mains et se délectant des compliments des invités. Ils racontaient joyeusement à quiconque voulait l'entendre à quel point Corbin avait réussi, et comment je m'étais gracieusement effacé pour laisser mon frère aîné prendre la relève du domaine familial. Ils tissaient une belle narration fictive où j'étais le paysan soumis et loyal qui avait joyeusement remis son château au roi légitime. Corbin lui-même était le centre absolu de l'attention. Il portait un costume en lin sur mesure ridiculement cher que Geneviève avait sans aucun doute payé avant le divorce. Il avait un verre de scotch dans une main et son smartphone dans l'autre. Il diffusait activement toute la fête en direct sur ses réseaux sociaux. Grâce au flux audio, je pouvais l'entendre se vanter bruyamment par-dessus la musique. « Bienvenue au nouveau quartier général, tout le monde » cria Corbin dans son téléphone, en se retournant pour montrer le grand escalier. Voilà à quoi ressemble un retour en force. Ils ont essayé de m'abattre, mais on ne peut pas empêcher un roi de réclamer son trône. Un grand merci à ma famille pour savoir exactement qui mérite de s'asseoir en bout de table. Il était absolument ivre de son propre pouvoir non mérité. Il croyait honnêtement qu'il avait gagné. Il croyait avoir réussi à intimider son jeune frère pour lui soutirer près d'1 million de dollars de biens immobiliers de premier ordre sans subir la moindre conséquence. Il se tenait au milieu de mon tapis persan ruiné, agissant comme s'il avait construit toute la maison de ses propres mains. L'arrogance pure de tout cela aurait normalement fait bouillir mon sang. Cela aurait rendu une personne normale malade. Mais je ne me sentais pas en colère. Je ressentais un sentiment écrasant d'anticipation calme, parce que je savais quelque chose que chaque personne dans cette pièce bondée et bruyante ignorait. Je savais que le sol sous leurs pieds ne leur appartenait pas. Il n'appartenait pas à mes parents. Et il n'appartenait certainement pas à Corbin. C'était désormais une propriété d'entreprise. Je me suis penché en arrière sur le canapé moelleux de l'hôtel, j'ai bu une gorgée de mon café noir et j'ai vérifié ma montre bracelet complexe en titane. Il était exactement 20h30, pile à l'heure. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous sentez votre tension artérielle monter à cause de l'audace incroyable de cette famille, je vous demande de prendre une profonde respiration. Détendez vos épaules, car le coup sec sur cette porte d'entrée est sur le point de retentir. Et je vous promets que ce sera le son le plus doux que vous ayez jamais entendu de toute votre vie. Ne bougez pas. J'ai un peu augmenté le volume de la télévision. Je voulais entendre chaque mot. Je voulais entendre le moment exact où la musique s'arrêterait. J'ai regardé le flux de la caméra pointant vers le porche d'entrée. Un véhicule utilitaire sport de luxe, noir et élégant, venait de se garer silencieusement dans l'allée, ignorant complètement les panneaux de voiturier que Corbin avait ridiculement installés. 4 personnes sont sorties du véhicule dans l'air frais de la nuit. L'escouade d'exécution était officiellement arrivée. Les basses rythmiques et lourdes à l'intérieur de la cabane étaient si incroyablement fortes qu'elles faisaient trembler les objectifs des caméras montées dans les coins du plafond. Les gens riaient, buvaient et dansaient dans le salon. Corbin se tenait près de l'imposante cheminée en pierre, tenant la cour, racontant une histoire bruyamment exagérée à un groupe de ses amis sans emploi. Puis c'est arrivé. Un son qui a complètement percé le bruit de la fête. C'était une série de coups extrêmement forts, agressifs et autoritaires sur la lourde porte d'entrée en acier. Ce n'était pas le tapotement poli d'un invité en retard. C'était le martèlement lourd et exigeant des forces de l'ordre. Corbin s'est arrêté au milieu de sa phrase. La foule près de l'entrée s'est naturellement calmée et s'est écartée, regardant vers la porte. Corbin a fièrement bombé le torse, a ajusté les revers de son costume en lin coûteux et s'est dirigé d'un pas arrogant vers l'entrée, un large sourire suffisant plaqué sur son visage. À travers le micro caché, je l'ai entendu marmonner à ses amis, « Regardez ça, les gars. C'est probablement Harrison qui vient mendier une invitation. Laissez-moi m'occuper de mon petit frère. » Il a tendu la main, a saisi la lourde poignée en fer et a ouvert la porte en grand, tout à fait prêt à m'humilier verbalement devant 50 personnes. Mais je n'étais pas là. Sur le porche d'entrée, illuminé par la lueur ambrée et chaude des lumières extérieures, se tenait Geneviève. Elle avait l'air absolument létale. Elle portait un tailleur d'affaires sombre et impeccable, ses cheveux tirés en arrière,
son expression complètement dépourvue de chaleur ou de pitié. Debout immédiatement à sa gauche et à sa droite se trouvaient deux imposants shérifs du comté en uniforme, leurs mains reposant nonchalamment mais délibérément près de leur lourde ceinture de service. De l'autre côté, la flanquait un homme grand, à l'air sévère, en costume gris, tenant une épaisse mallette en cuir, son avocat d'affaires. Corbin s'arrêta net. Toute la couleur quitta instantanément son visage arrogant, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il fixa simplement son ex-femme, complètement paralysée par un mélange de choc et de peur primale. La musique forte à l'intérieur de la maison fut brusquement coupée par quelqu'un près de la chaîne stéréo. Un silence lourd et suffocant tomba instantanément sur tout le salon. 50 paires d'yeux fixèrent la porte d'entrée. « Qu'est-ce que tu fous ici, Geneviève ?» réussit enfin à balbutier Corbin, sa voix se brisant légèrement, perdant complètement sa bravade confiante. « Es-tu sérieusement si obsédé par moi que tu me suis jusqu'à ma nouvelle maison? Tu es en violation de propriété. Dégage de ma propriété avant que je ne te fasse arrêter par ces officiers. » Il a vraiment essayé de donner des ordres à la police. C'était une démonstration spectaculaire d'ignorance. Geneviève n'a même pas scié. Elle n'a pas élevé la voix. Elle s'est avancée, ses talons chairs claquant sèchement sur le plancher en bois dur, repoussant de fait Corbin dans l'entrée. « Ta maison ?» demanda Geneviève, sa voix résonnant froidement dans la pièce silencieuse. Elle tourna légèrement la tête et fit un signe de tête à son avocat. L'homme en costume gris s'avança, ouvrit sa mallette en cuir et sortit une épaisse pile de documents estampillés du sceau rouge officiel du bureau des registres du comté. Il claqua violemment les papiers sur la console en bois la plus proche. « Tu te trompes lourdement, Corbin, » dit Geneviève doucement, ses yeux sombres se fixant sur son visage terrifié. « Ce n'est pas ta maison. Cette propriété, y compris le terrain et la structure, est un actif légalement acquis, entièrement détenu par le groupe d'investissement commercial Geneviève. Nous avons conclu la transaction en espèces il y a 3 jours, et selon mon équipe juridique et les officiers qui se tiennent juste à côté de moi, il y a actuellement un squatteur non autorisé et très destructeur qui organise une fête illégale sur ma propriété d'entreprise. » Corbin cligna rapidement des yeux, son cerveau court-circuitant complètement alors qu'il tentait désespérément de traiter l'information. « Non, non, c'est impossible, » bégaya-t-il, reculant à nouveau. « Harrison possède cet endroit. Mon frère le possède. Il me l'a donné. Il m'a laissé emménager. Tu ne peux pas être ici. » « Il ne te l'a pas donné, Corbin, » répliqua Geneviève, un sourire lent et incroyablement cruel se dessinant sur son visage. « Il me l'a vendu avec une remise massive juste pour que je puisse avoir le plaisir personnel de venir ici ce soir et de sortir les poubelles moi-même. Tu ne possèdes rien. Tu n'as absolument aucun statut légal ici. Tu es en violation de propriété sur un terrain d'entreprise privée. » Elle se tourna vers les deux imposants shérifs qui se tenaient dans l'embrasure de la porte. « Officier, » ordonna Geneviève, son ton passant à une pure autorité. « Je veux que cet homme et chaque personne non autorisée dans ce bâtiment soient expulsés immédiatement. S'ils refusent de partir, arrêtez-les tous pour violation de propriété. » Le coup de maître ultime avait été parfaitement exécuté. Les murs du château s'étaient effondrés instantanément, et le faux roi était laissé complètement, entièrement exposé. Un chaos total éclata instantanément dans le salon. Les invités, réalisant qu'ils étaient soudainement pris au milieu d'un cauchemar juridique massif avec la police impliquée, commencèrent à se précipiter pour prendre leurs manteaux et leurs sacs à main. « Attendez, attendez, arrêtez. » Mon père, Roland, se fraya un chemin violemment à travers la foule paniquée, suivi de près par ma mère en larmes. Il marcha droit vers la porte d'entrée, le visage rouge de colère, pointant un doigt tremblant directement sur Geneviève. « C'est une erreur monumentale, » cria Roland aux officiers. « Mon fils Harrison possède cette cabane. Il nous a dit que nous pouvions être ici. Cette folle n'est qu'une ex-femme amère qui essaie de créer des problèmes. Arrêtez-la. » Le shérif principal, un vétéran aux larges épaules qui semblait n'avoir absolument aucune patience pour les drames familiaux, laissa échapper un long et lourd soupir. Il prit les documents officiels que l'avocat de Geneviève avait claqués sur la table et examina l'acte certifié et les sceaux de transfert du comté. « Monsieur, » dit fermement le shérif, en regardant directement mon père, « je tiens l'acte de propriété légale et certifié du comté pour ce domaine. La propriété a été légalement vendue et transférée il y a 3 jours à une entité corporative. Votre fils Harrison ne possède plus ce bâtiment.
Vous n'avez absolument aucun droit légal d'être à l'intérieur de cette structure. C'est un rassemblement illégal sur une propriété privée. Vous avez tous exactement 5 minutes pour quitter les lieux avant que nous ne commencions à mettre les menottes. Ma mère, Myriam, poussa un cri dramatique et perçant, se serrant la poitrine comme si elle venait d'être abattue. Elle regarda Corbin, puis Geneviève, les larmes coulant sur son visage. Il l'a vendu. Il a vendu la maison de la famille. Comment Harrison a-t-il pu faire ça à sa propre chair et à son propre sang? Il l'a fait parce que vous avez élevé un parasite, déclara froidement Geneviève, complètement insensible aux pleurs théâtraux de ma mère. Maintenant, sortez de ma maison avant que je ne porte plainte contre vous deux pour violation de domicile. Corbin hyperventilait. La réalité de la situation avait finalement écrasé son ego massif. Il regarda autour de lui, voyant ses amis fuir rapidement par les portes arrière pour éviter la police. Son grand moment de triomphe se transformait activement en le moment le plus humiliant de toute sa vie, diffusé en direct devant les personnes qu'il voulait désespérément impressionner. Quelque chose à l'intérieur de son cerveau enfantin et profondément défectueux a craqué. Il ne pouvait pas supporter l'humiliation. Il ne pouvait pas accepter d'avoir été complètement déjoué et acculé. « Tu m'as piégé » hurla Corbin à plein poumon, son visage virant à une vilaine nuance de violet. Il se retourna sauvagement, ses yeux se fixant sur une sculpture en bronze massive et coûteuse reposant sur un piédestal près de la fenêtre. Une œuvre d'art que j'avais intentionnellement laissée derrière moi. Si je ne peux pas avoir cet endroit, toi non plus. Il se jeta sur la lourde sculpture en bronze, ayant clairement l'intention de la lancer à travers les immenses baies vitrées sur mesure. C'était la pire erreur qu'il aurait pu commettre. Avant même que Corbin ne puisse mettre la main sur l'œuvre d'art en métal lourd, les deux imposants shérifs se sont déplacés avec une vitesse terrifiante. Ils l'ont plaqué durement contre le mur. Le bruit de son costume en lin coûteux se déchirant a résonné dans la pièce. En moins de 3 secondes, il lui avait tordu violemment les bras derrière le dos, et le clic métallique sec des menottes en acier lourd se verrouillant a retenti clairement à travers le micro caché. Corbin a crié de douleur, luttant sans espoir contre les deux officiers beaucoup plus grands. Corbin, hurla ma mère, essayant de courir vers lui, mais l'avocat de Geneviève s'interposa calmement, lui bloquant le passage. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété criminelle et tentative de destruction de propriété privée, aboya le shérif, poussant Corbin vers la porte d'entrée. Je suis la victime ici, sanglota bruyamment Corbin, sa façade arrogante complètement brisée, pleurant comme un bambin alors qu'il le traînait sur le plancher en bois dur rayé. Mon frère m'a piégé. Appelle Harrison. Maman, appelle Harrison et dis-lui de régler ça. Geneviève se tenait parfaitement immobile dans l'entrée, regardant son ex-mari être traîné dans l'air froid de la nuit avec des menottes en métal brillant. Elle sortit lentement un smartphone élégant de sa poche, regarda directement l'un des objectifs de caméra cachés qu'elle savait que je regardais, et leva son verre d'eau pétillante dans un toast silencieux et parfaitement exécuté. Je suis resté assis dans ma chambre d'hôtel silencieuse, regardant les feux arrière du véhicule de police disparaître sur la route de montagne avec mon frère sur le siège arrière. Je n'ai pas ressenti une once de pitié. J'ai ressenti la paix pure et sans mélange d'un homme qui avait réussi à éliminer une infection toxique de sa vie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire insensée jusqu'au bout. Si vous êtes ravi de voir Corbin enfin obtenir ce qu'il mérite, menottes au poignet, laissez un commentaire avec le mot-clé « bien ». C'est un petit insigne d'honneur montrant que vous êtes arrivé jusqu'au rebondissement ultime. Je cliquerai personnellement sur j'aime et répondrai à chaque commentaire contenant le mot « bien ». Le silence absolu qui suivit le chaos de la descente de police était incroyablement lourd et satisfaisant, mais la guerre juridique était loin d'être terminée. L'arrestation n'était que la première salve. La véritable punition allait être financière. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, brillant et clair, sur le nord-ouest Pacifique. J'ai conduit mon camion sur la route de montagne sinueuse et familière et je me suis garé dans l'allée de la cabane. Je n'étais plus le propriétaire. J'étais simplement un expert entrepreneur engagé par la nouvelle propriétaire pour évaluer les dégâts. Geneviève était déjà là, debout au milieu du salon dévasté, tenant un presse-papier argenté et une tasse de café noir. La maison sentait fortement la bière renversée, la sueur rance et le parfum bon marché. Les séquelles de la pendaison de crémaillère illégale de Corbin étaient véritablement choquantes à voir en personne, même si je l'avais vu se produire sur les caméras. On dirait qu'une meute d'animaux sauvages est entrée ici, nota sèchement Geneviève, enjambant avec précaution un tas de nourriture écrasée incrustée dans le plancher.
J'ai sorti mon carnet d'entrepreneur robuste, un outil de mesure laser numérique et un appareil photo haute résolution. Je ne ressentais plus aucun attachement émotionnel au désordre. J'ai simplement activé la partie hyper concentrée et analytique de mon cerveau. Je fonctionnais entièrement comme un professionnel agréé documentant un chantier commercial compromis. Nous avons commencé par la cuisine. Je me suis tenu au-dessus de l'imposant îlot en marbre italien et j'ai pris plusieurs macrophotographies de l'énorme morceau d'échiqueté manquant sur le bord où Corbin avait fracassé la bouteille de champagne. J'ai documenté les rayures profondes et laides qui couvraient la surface où ma mère avait traîné de lourdes boîtes. Réparer cela ne signifiait pas seulement le polir. Cela signifiait faire venir des tailleurs de pierre spécialisés pour poncer complètement l'immense plaque, repolir la surface et mélanger parfaitement un mastic époxy sur mesure dans le bord éclaté. Ensuite, le sol. Le tapis persan vintage tissé à la main que j'avais acheté pour 12 000 $ était complètement détruit, trempé dans de l'alcool collant et taché de façon permanente par de la boue sombre. Les planchers en bois dur sur mesure en dessous étaient fortement entaillés par le déplacement de meubles et de bottes lourdes. Nous sommes passés de pièce en pièce, documentant méticuleusement chaque acte de vandalisme. Les stores intelligents cassés dans la chambre principale, les brûlures de cigarettes sur la terrasse en cèdre coûteuse, la verrerie en cristal brisé. Chaque dommage était étayé par les images de sécurité horodatées en haute définition que j'avais remises à l'équipe juridique de Geneviève. Quand j'ai finalement terminé mon inspection, je me suis assis au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un devis détaillé formel d'entrepreneur basé sur des matériaux de remplacement de première qualité et des tarifs de main-d'œuvre commerciale d'urgence. Le décompte final s'élevait à exactement 32 500 $. J'ai imprimé le devis à partir d'une imprimante sans fil portable et j'ai remis la feuille de papier impeccable à Geneviève. Elle a regardé le chiffre massif au bas de la page et a souri d'un air pincé. « Mes avocats d'entreprise vont se régaler avec ça », dit-elle doucement, glissant le devis sur son presse-papier. Corbin n'a absolument aucun actif. Il ne peut même pas se permettre un avocat décent pour contester les accusations de violation de propriété criminelle. Mais vos parents, en revanche, ont des actifs. Je les regardais, comprenant exactement où cela menait. Les images de sécurité montrent clairement votre père utilisant une clé volée pour pénétrer illégalement dans la propriété et votre mère participant activement à l'occupation illégale, continua Geneviève, sa voix froide et purement professionnelle. Mon équipe juridique dépose une énorme poursuite civile contre 3 d'ici la fin de la journée. Nous les poursuivons conjointement pour les 32 500 $ de dommages matériels, plus des frais de justice exorbitants. Plus des dommages et intérêts pour violation de propriété sur un actif d'entreprise. Elle fit une pause, buvant une gorgée de son café. Ils l'ont encouragé. Maintenant, ils vont payer sa note. Êtes-vous d'accord avec ça, Harrison? J'ai regardé l'espace en ruine une dernière fois. J'ai pensé aux décennies de manque de respect flagrant. J'ai pensé aux dîners de remise de diplômes annulés, aux camions détruits, aux excuses sans fin faites pour un homme qui refusait de grandir. Détruisez-les, dis-je doucement. Prenez-leur chaque centime qu'ils ont. À 15 h cet après-midi-là, alors que Corbin était encore assis misérablement dans une cellule en béton, attendant de voir un juge pour son audience de mise en liberté sous caution. L'équipe juridique impitoyable de Geneviève a exécuté une frappe légale agressive et sans faille. Des huissiers de justice ont simultanément frappé à la porte de la maison de banlieue de mes parents avec une énorme pile de documents juridiques terrifiants. Ils étaient officiellement assignés à comparaître et nommés co-défendeurs dans une poursuite civile catastrophique qui menaçait d'anéantir complètement ce qui restait de leur épargne retraite. Ils avaient voulu une belle maison de luxe gratuite pour leur garçon en or. Au lieu de cela, on leur a présenté une facture massive qui allait ruiner le reste de leur vie. 3 jours plus tard, la poussière était enfin retombée, mais la panique dans ma famille avait atteint un point d'ébullition absolu. J'étais de retour à mon cabinet d'architecture du centre-ville, entièrement concentré sur la conception d'un nouveau centre commercial très lucratif. Mon téléphone avait explosé agressivement pendant 72 heures d'affilée avec des appels frénétiques et des SMS délirants de mes parents, de parents éloignés et de partisans. Je les avais tous complètement ignorés. Utilisant la méthode de la roche grise à la perfection absolue, je ne leur ai donné aucune réponse émotionnelle, aucune colère, aucune explication. Je suis simplement devenu un mur silencieux et inamovible. Mais les gens désespérés n'abandonnent pas facilement. Je suis sorti de mon immeuble de bureau à 18 h, portant ma mallette en cuir, en direction de mon camion lourd dans le parking privé. Alors que j'approchais de mon véhicule,
deux silhouettes sont sorties de l'ombre près d'un pilier en béton. C'étaient mes parents, Roland et Myriam. Je me suis arrêté net. Ils avaient une mine absolument affreuse. Ils avaient vieilli de 10 ans en seulement 3 jours. Les épaules de mon père étaient affaissées, son visage pâle et tiré. Ma mère serrait son sac à main avec des mains aux jointures blanches, ses yeux rouges et sévèrement gonflés par des pleurs incessants. L'attitude arrogante et triomphante qu'ils avaient affichée à la table de la salle à manger une semaine plus tôt avait complètement disparu, remplacée par un désespoir pur et suffocant. « Harrison, s'il te plaît, » dit mon père, sa voix se brisant violemment alors qu'il faisait un pas prudent vers moi. « S'il te plaît, mon fils, tu dois nous parler. Tu ne réponds pas à ton téléphone. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai montré aucune once d'émotion. Je suis simplement resté là, à les regarder avec des yeux complètement morts. « Vous avez exactement 1 minute avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble et que je vous fasse expulser de force pour violation de propriété, » déclarai-je froidement. Ma mère s'est immédiatement effondrée, sanglotant bruyamment, le son résonnant durement dans le parking en béton. « Harrison, s'il te plaît. Les avocats de Geneviève nous détruisent complètement. Corbin risque une peine de prison ferme pour la violation de propriété et les dommages. Le garant de la caution a pris tout ce que nous avions sur notre compte courant. Geneviève réclame plus de 40 000 $ avec tous les frais de justice inclus. Si nous ne payons pas pour régler la poursuite civile, ils vont mettre une hypothèque légale permanente sur notre maison et saisir de force la pension de ton père. » Elle s'avança, tendant une main tremblante comme pour toucher mon bras. Mais je reculai délibérément, refusant le contact. « Tu as l'argent, Harrison » cria-t-elle désespérément. « Tu as vendu la cabane pour près de 800 000 $ en espèces. Tu es riche. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas rester là et regarder ton propre frère aller en prison et laisser tes parents perdre leur retraite. Tu dois nous donner l'argent pour payer Geneviève et faire disparaître ce cauchemar énorme. S'il te plaît, Harrison, la famille doit se protéger mutuellement. » J'ai regardé son visage baigné de larmes. J'ai regardé l'hypocrisie incroyable qui sortait de sa bouche. Ils suppliaient littéralement le fils qu'ils avaient ignoré pendant 30 ans de leur donner l'immense fortune qu'il avait acquise juste pour sauver l'enfant en or du piège même dans lequel il l'avait aidé à tomber. J'ai pris une profonde inspiration lente. L'air du garage sentait l'huile de moteur et le béton froid. « Tu as absolument raison, mère, » dis-je, ma voix dangereusement douce, tranchant à travers ses sanglots hystériques comme une lame de rasoir. La famille est censée se protéger mutuellement. Mais tu as oublié un détail incroyablement important. J'ai croisé le regard de mon père, m'assurant qu'il entendait chaque mot clairement. La clé de secours physique que tu as intentionnellement volée de mon coffre-fort, continuai-je, mes mots dégoulinant d'un venin absolu. La clé que tu as utilisée pour pénétrer illégalement dans mon sanctuaire et y installer ton fils préféré. Cette clé n'a pas seulement ouvert la porte d'entrée de ma cabane. Cette clé a définitivement verrouillé la porte entre vous et moi pour le reste de nos vies. Mon argent durement gagné, mes biens et ma tranquillité d'esprit ne sont pas un filet de sécurité pour vos échecs massifs et continus. Mais c'est ton frère, cria mon père, des larmes coulant enfin sur ses joues. Il a fait une erreur. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Je ne suis pas votre police d'assurance, répondis-je froidement, le coupant net. Vous vouliez qu'il ait la maison. Je me suis assuré qu'il rencontre la propriétaire. Vous avez encouragé le voleur, et maintenant vous vous plaignez de la facture. Payez à Geneviève ce qu'elle veut. Prenez une deuxième hypothèque, faites complètement faillite. Je m'en fiche. Ne vous approchez plus jamais de moi ou de mon bureau. Je leur ai tourné le dos, j'ai appuyé sur le bouton de ma clé pour déverrouiller mon camion et je suis monté dans le siège du conducteur. J'ai claqué la lourde portière, coupant complètement le son des cris désespérés et plaintifs de ma mère. J'ai démarré le moteur, j'ai mis le camion en marche et je suis sorti lentement du parking, les regardant rapetisser dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. 6 mois complets se sont écoulés depuis cette confrontation pathétique dans le parking en béton. L'hiver rigoureux s'est complètement dissipé, laissant place à un été lumineux et incroyablement chaud dans le nord-ouest Pacifique. Ma vie a avancé à une vitesse vertigineuse, libérée du poids massif et suffocant que j'avais porté pendant plus de 3 décennies. Les retombées pour ma famille ont été exactement aussi dévastatrices que je l'avais prévu. L'équipe juridique de Geneviève n'a montré absolument aucune pitié.
Corbin a finalement accepté un accord de plaidoyer sévère pour éviter une peine de prison ferme pour les dommages criminels, mais il est maintenant un criminel condamné avec une ordonnance de restitution massive qui pèse sur sa tête. Comme il est légalement tenu de rembourser Geneviève pour les dommages afin d'éviter de violer sa probation stricte, il a été contraint de prendre 2 emplois de travail manuel exténuants au salaire minimum. Le garçon en or, qui portait des costumes de créateur coûteux et sirotait du vin millésimé, passe maintenant 80 heures par semaine à récurer des sols et à transporter de lourdes boîtes juste pour survivre. Mes parents, Roland et Myriam, ont refusé de le laisser aller en prison. Ils ont donc complètement capitulé face à l'énorme poursuite civile. Pour couvrir les énormes frais de justice et les dommages initiaux, ils ont été contraints de subir une pénalité massive et de liquider une grande partie de leur compte de retraite. Et ils ont dû prendre une 2e hypothèque punitive sur leur modeste maison de banlieue. Ils sont maintenant profondément endettés, leur retraite paisible entièrement ruinée par le fils qu'ils vénéraient. Moi, par contre, j'ai pris le paiement en espèces massives de 780 000 $ de la vente de la cabane et je l'ai immédiatement réinvesti. J'ai acheté un terrain commercial de premier choix, très convoité, directement au centre-ville. Je suis actuellement en train de lancer un projet de développement commercial massif et très lucratif. Mon cabinet d'architecture paysagiste a triplé de taille et ma réputation professionnelle a explosé. Je construis un tout nouveau domaine sur mesure, encore plus grand, pour moi-même, sur un lac privé. Et cette fois, il n'y a absolument aucune clé de secours physique. De temps en temps, je reçois un message complètement délirant d'une tante éloignée ou d'un cousin partisan sur les réseaux sociaux, m'accusant d'être un monstre impitoyable et sans cœur. Ils disent que faire entrer une étrangère comme Geneviève dans les affaires familiales était une trahison brutale et impardonnable. Ils affirment que j'aurais dû simplement être plus intelligent, appeler la police locale moi-même et gérer la situation discrètement sans détruire financièrement mes propres parents. Mais je supprime simplement ces messages et je souris. Parce que partager le même sang ne donne pas à quelqu'un un chèque en blanc pour voler votre santé mentale, envahir votre vie privée et détruire ce que vous avez minutieusement construit de vos propres mains. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus profond consiste à craquer une allumette, à brûler entièrement le pont toxique jusqu'aux fondations, et à utiliser les flammes vives pour éclairer votre propre chemin dans l'obscurité. Certains parents m'envoient encore des messages disant que je suis allé beaucoup trop loin en orchestrant une prise de contrôle d'entreprise juste pour punir mon frère et mettre mes parents en faillite. Ils disent que je suis sans cœur pour avoir tendu un piège au lieu d'être simplement plus intelligent. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi une ligne en vendant la maison sous son nez? Ou était-ce exactement le genre de rappel à la réalité brutale dont ils avaient besoin pour enfin se réveiller? Faites-moi part de vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire, car les lire aide tout le monde à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous avez apprécié ce chef-d'œuvre absolu de vengeance, assurez-vous de cliquer naturellement sur ce bouton j'aime et de vous abonner à pour d'autres histoires incroyablement satisfaisantes. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez jamais de protéger votre paix à tout prix.